Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Journal. Il est 20h à Brazzaville, 20h à Kinshasa et 18h à Moscou. Installez-vous confortablement devant votre média panafricain. Pour cette édition, nous commençons le tour de l'actualité, ou du moins il s'ouvre sur les rapports entre l'Afrique et les États-Unis. Le ministre sud-africain des Ressources minérales et pétrolières, Gwede Mantashe, a invité les pays africains à retenir leurs minerais si les États-Unis réduisent leur aide. C'était lundi lors de l'African Mining Indaba 2025. À l'origine, les critiques du président américain Donald Trump à l'égard de la nouvelle loi sud-africaine sur l'expropriation promulguée le 23 janvier 2025. Les précisions dans ce récit de Fonnoira. Alors qu'il tenait son discours liminaire lors de l'African Mining Indaba 2025 lundi, le ministre sud-africain en charge des ressources minérales et pétrolières, Gwede Mantashe, a invité les pays africains à retenir leurs ressources minérales si l'aide américaine était réduite. S'ils ne nous donnent pas d'argent, ne leur donnons pas de minéraux. Nous ne sommes pas seulement des mendiants, mais nous devons utiliser cette dotation pour notre bénéfice en tant que continent. Si nous avons peur et que nous craignons tout, nous nous effondrerons avec des minéraux à notre porte. Ces réactions interviennent dans un contexte de tension entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Donald Trump avait émis des vives critiques à l'égard de la nouvelle loi sud-africaine sur l'expropriation promulguée le 23 janvier 2025, laquelle permet au gouvernement sud-africain d'exproprier des propriétés privées à des fins publiques avec des règles d'indemnisation définies. Trump a dès lors accusé l'Afrique du Sud de confisquer des terres tout en menaçant de suspendre le financement américain jusqu'à ce qu'une enquête soit menée. Le gouvernement de l'Afrique du Sud, qui n'avait pas accueilli la nouvelle de bon ton, a rejeté les allégations de Trump, affirmant que la loi visait en effet à remédier aux inégalités historiques dues à l'apartheid. En poursuivant son propos, Gwede Mantashe a tenu à mettre en lumière l'énorme potentiel minier de l'Afrique qu'a du platine, du cuivre, du cobalt et du lithium, exhortant les investisseurs à exploiter ces ressources. C'est le platine, le cobalt, le cuivre, le lithium et tous les autres. Tous ces minéraux se trouvent sur ce continent. S'il vous plaît, investisseurs, poursuivez-les. Ce sont les minéraux de l'avenir. Bien qu'ayant un sous-sol riche de ressources minières, les pays africains sont les moins lotis. Ceux-ci voient souvent leurs minerais leur être acquis au prix de rien et parfois dans l'illégalité. Précisons que pour ce qui est de l'Afrique du Sud, c'est le premier producteur au monde de métaux du groupe du platine. Sa croissance économique et l'emploi dépendent fortement de son secteur minier. Merci à vous, Fonnoira. Restons en Afrique du Sud. Pretoria est peut-être définitivement en Afrique la voix des agressés. Après avoir soutenu la Palestine dans l'épreuve de l'invasion israélienne, l'Afrique du Sud tient à soutenir la République démocratique du Congo contre vents et marées. Ainsi déclare le président Ramaphosa, les violences et les conflits en Afrique sont l'affaire de tous les Africains. Lors de la communication du 3 février 2025, c'est donc que Pretoria ne compte pas lâcher le dossier RDC jusqu'à ce que paix s'en suive. Dites-vous, Begoudé Magone. Dans une lettre hebdomadaire à la Nation, le président Cyril Ramaphosa a touché du doigt les critiques virulentes qui sont faites au gouvernement depuis le déploiement de soldats sud-africains en République démocratique du Congo dans le cadre de la Force communautaire de développement d'Afrique australe, SADC, et de la MONUSCO. Si des parlementaires, membres du gouvernement et membres de la société civile estiment que les soldats sud-africains n'ont pas leur place en RDC ou encore que ceux-ci sont injustement sacrifiés ou mis en danger, le président sud-africain dont le pays a porté à bout de bras la cause palestinienne sur la scène internationale renvoie ses détracteurs à l'histoire et leur rappelle que les violences et les conflits en Afrique sont l'affaire de tous les Africains. Cyril Ramaphosa a réitéré que son pays ne relâchera pas son soutien envers le peuple de la RDC afin qu'il obtienne la paix et la sécurité qu'il mérite à juste titre. Sur le front congolais dans l'est du pays, les rebelles avancent dans leur position et ont déjà causé la mort de 14 soldats sud-africains. Le président Cyril Ramaphosa a rassuré l'opinion en ce qui concerne la protection des soldats sud-africains. Selon lui, de nouveaux équipements seront acheminés aux soldats de la SADC, tout ceci dans le but d'éviter les cas de mort
morts sur le terrain, mais également éviter le ralentissement de la mission africaine. La République démocratique du Congo fait face à une flambée d'attaques ayant fait plusieurs centaines de victimes dans le peuple. Une réunion conjointe SADC-EAC est prévue dans le but de solder la crise sécuritaire dans l'est du pays, alors que le M23 continue de clamer son besoin de discuter avec le gouvernement congolais. Les autorités congolaises se disent quant à elles reconnaissantes au soutien apporté par la République sud-africaine sur le terrain de bataille. Merci à vous, Bégoudé Madonné. Cap sur l'Afrique de l'Ouest. Les relations entre l'État malien et la société minière canadienne Barrick Gold traversent une période très délicate. Le gouvernement malien réclame désormais d'importants arriérés d'impôts à l'entreprise, tout en détenant 4 de ses dirigeants depuis novembre 2024. Cette situation illustre la volonté du Mali de renégocier les termes de ses accords miniers pour maximiser les retombées économiques de ses ressources naturelles et assurer une meilleure redistribution des richesses auprès de sa population. Élément de réponse avec vous, MC Ndong. Le gouvernement militaire malien exige de Barrick Gold le paiement de 125 milliards de francs CFA au titre d'arriérés d'impôts. Pour faire pression sur l'entreprise, les autorités ont saisi 3 tonnes d'or d'une valeur approximative de 245 millions de dollars en décembre dernier. En plus de cela, accusés de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme selon un document judiciaire, 4 cadres de Barrick ont été détenus. De son côté, l'entreprise canadienne rejette catégoriquement ces accusations, tandis qu'un ultimatum fixé pour résoudre le différend est déjà arrivé à expiration sans qu'aucun accord n'ait été trouvé. Les autorités maliennes n'ont fait aucune déclaration à propos de ces arrestations. Il faut dire que le climat actuel entre le Mali et Barrick Gold révèle les mutations profondes que connaît le secteur minier dans la région ouest-africaine. Depuis son arrivée au pouvoir, l'actuel gouvernement du Mali, tout comme ceux du Niger et du Burkina Faso, ont adopté une approche plus affirmée dans la gestion de leurs ressources naturelles. Une évolution jugée nécessaire quand on sait que la production aurifère n'a pas suffisamment bénéficié à la population malienne jusqu'à présent, malgré le statut du pays comme 2e producteur d'or d'Afrique. Cette politique de fermeté est un signal fort aux investisseurs étrangers, les obligeant à s'adapter à de nouvelles règles du jeu qui privilégient les intérêts nationaux et une répartition plus équitable des revenus miniers. Merci à vous, MC Ndong. Parlons à présent de l'Union africaine. Madagascar aspire à la présidence de la Commission de l'Union africaine après le Tchad. Ce 3 février 2025, la ministre malgache des Affaires étrangères, Razata Rafaravavitafika, a été reçue en audience par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Elle est venue solliciter le soutien du Congo à la candidature de son pays à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Jifotso pour l'économie de cette actualité. C'est en qualité d'émissaire du président Rajoelina que la chef de la diplomatie malgache a été reçue en audience par le président congolais Denis Sassou Nguesso ce 3 janvier 2025. Objectif, solliciter le soutien de Brazzaville pour l'accession de Madagascar à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Dans un contexte de défis majeurs, Antananarivo, via son candidat Richard Andria Mandatou, veut apporter une réponse stratégique. Face aux différents défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui, Madagascar veut apporter une réponse à travers une stratégie et surtout si notre candidat est porté jusqu'à la présidence de la Commission. Nous sommes ici pour solliciter officiellement le soutien d'un pays frère, qu'est le Congo. Cette audience intervient après des récents échanges entre Denis Sassou Nguesso et son homologue malgache en marge du sommet des chefs d'État africains sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. Dans les prochains jours, un nouveau président de la Commission de l'Union africaine va être élu par les chefs d'État africains. Mais avant, le président sortant, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, quittera ses fonctions à l'occasion de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Notons que 3 pays aspirent à cette haute fonction africaine, notamment Madagascar, le Kenya et Djibouti.
Merci à vous, Jifotso. Nous entrons de plein pied à présent dans la crise concernant la RDC. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont confirmé leur présence au sommet conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe, connue sous le sigle SADC, et de la communauté des États d'Afrique de l'Est, entendez EAC, prévu les 7 et 8 février prochains à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette annonce faite par le président kényan William Ruto intervient dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par l'offensive du M23 au Nord Kivu, qui pour des raisons humanitaires a décrété un cessez-le-feu. La démarche des deux organisations sous-régionales vise à renouer avec le dialogue et éviter un embrasement régional. Les enjeux de ce sommet conjoint dans cet élément. L'union fait la force. C'est visiblement le sentiment qui anime les chefs d'État de l'EAC et de la SADC, attendus en Tanzanie, pour un sommet conjoint. Une nouvelle issue diplomatique pour tenter de résoudre le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, quelques jours après l'échec des rencontres de Nairobi et d'Harare. Cette fois, les dirigeants des deux organisations sous-régionales comptent mettre toutes les chances de leur côté, avec le tête-à-tête annoncé entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame. Si le président congolais a brillé par une absence remarquée lors de la réunion virtuelle de Nairobi, évoquant des questions d'agenda, il a tout de même donné les assurances quant à sa participation au sommet de Dar es Salaam, selon le communiqué officiel publié à cet effet. Le président de RDC Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame ont confirmé leur présence à ce sommet qui comportera une réunion ministérielle vendredi et une réunion des chefs d'État samedi. Parmi les autres dirigeants ayant confirmé leur participation figurent le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président ougandais Yoweri Museveni et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. À Dar es Salaam, le tête-à-tête Paul Kagame-Félix Tshisekedi est une aubaine pour renouer avec la diplomatie et éviter un embrasement régional du conflit. Pour ce faire, il est impératif pour la SADC et l'EAC d'harmoniser leur position pour une solution durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Les dirigeants concernés en sont bien conscients et peuvent surfer sur le cessez-le-feu humanitaire décrété par le M23 qui, avant le sommet conjoint de Tanzanie, se dit favorable à l'ouverture des négociations avec Kinshasa. Que faut-il attendre du sommet de Dar es Salaam? Paul Kagame et Félix Tshisekedi feront-ils réellement le déplacement? Pour l'heure, difficile de se fondre en affirmation, même si tout porte à croire que les principales parties prenantes privilégient davantage une approche diplomatique à l'option militaire. C'était donc un élément de Nguéné. Merci à vous. Restons sur la RDC. Les délégations de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo, EEC, conduites par le cardinal Fridolin Ambongo et le révérend André Gédéon Bokundwa, ont été reçues ce 3 février par le chef de l'État Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Les deux parties ont échangé sur la situation sécuritaire qui s'est détériorée dans l'est du pays, notamment avec la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. L'occasion parfaite pour l'Église de soumettre son plan de paix au président Félix Tshisekedi. Les détails dans ce récit. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, organise une conférence épiscopale nationale du Congo. L'annonce a été faite ce dimanche 2 février 2025 par Monseigneur Donatien Nchole, qui a précisé que la conférence était prête à répondre à l'appel au dialogue, mais qu'il était nécessaire de commencer par une rencontre avec Félix Tshisekedi avant d'entamer les consultations avec le reste de la classe politique et sociale. À la demande de Félix Tshisekedi de mettre tout le monde ensemble pour un dialogue, nous allons commencer par le rencontrer pour lui expliquer la quintessence de notre démarche. Ensuite, on rencontrera les autres. C'est une réponse à son appel. De son côté, l'opposition a rejeté la responsabilité du conflit dans les provinces de Kivu sur Félix Tshisekedi, décrivant ce qui se passe comme le résultat de ses efforts pour conserver le pouvoir dans le pays. Réagissant à l'appel à l'unité nationale du chef de l'État, à la suite de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays avec l'avancée du M23 et l'occupation de la ville de Goma, l'opposant Olivier Kamitatou a boycotté la dite initiative qu'il qualifie
qualifie de distraction. Selon lui, Félix Tshisekedi fait semblant de lancer un appel à l'unité nationale alors qu'il continue de se livrer à la division, au tribalisme et au népotisme. Comment peut-on appeler à l'unité nationale tout en se livrant à un jeu de division, fracturant notre nation avec le tribalisme, le clanisme, le népotisme et l'ostracisme? Où sont les actes concrets qui devraient favoriser l'apaisement et l'unité? Les politiciens rwandais rejettent catégoriquement la responsabilité de ce qui se déroule dans les provinces de l'Est de la RDC. Kigali a déclaré publiquement que le Rwanda était injustement tenu pour responsable de la crise dans l'Est de la RDC, qui est le résultat d'échecs de gouvernance interne et de menaces sur les dirigeants rwandais pour lesquels le gouvernement congolais devrait rendre des comptes. Le véritable crime du Rwanda est de prendre notre destin en main. Comment osons-nous défendre notre sécurité sans demander la permission? Comment osons-nous penser que nous méritons un pays digne et pacifique? Le ministre de la Communication et des médias de la RDC insiste sur le fait que le Rwanda est le principal instigateur du conflit. Selon lui, Kigali a envoyé environ 10 000 soldats dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la région du lac Kivu. Le ministre a noté que de nombreuses personnes avaient été blessées dans les combats de ces derniers jours et que les hôpitaux ne pouvaient plus faire face au nombre de blessés. Il n'est donc pas possible de calculer le nombre exact de victimes à l'heure actuelle. Il ne faut plus parler du M23 parce que comme vous le savez et comme vous l'avez vu ces derniers jours, c'est l'armée rwandaise qui a opéré avec près de 10 000 éléments. Toutes les forces spéciales étaient mobilisées pour ce qui s'est passé dans le Nord Kivu. Je pense qu'il est important de situer la responsabilité des uns et des autres et que ce ne sont pas le Pontin qui sont revenus quelques jours après sur le lieu du crime pour revendiquer les massacres et utiliser les populations de Goma pour nettoyer les sons de leurs frères qui ont tué, qui sont les seuls responsables de ces drames. Pour rappel, le conflit actuel en RDC a des motifs économiques évidents. La région est riche en minerais, en particulier en cobalt et en coltan, qui sont utilisés dans la production d'équipements électroniques et sont essentiels pour les industries de haute technologie dans le monde. Et merci à nos correspondants. Retour sur l'Afrique de l'Ouest. Le processus de retrait des forces françaises du Sénégal se poursuit avec la remise de 3 sites militaires à Dakar. Actuellement, environ 200 militaires français et leurs familles restent stationnés à Ouakam et Rufisque. Cette dernière base, située en périphérie de Dakar, est stratégique pour la France car elle abrite une station d'émission haute fréquence essentielle aux communications militaires dans l'Atlantique et le golfe de Guinée. Bala pour les détails. Comme dans d'autres pays africains, le processus de retrait des forces françaises au Sénégal a franchi une étape importante avec le départ de 3 bases militaires françaises. Ce retrait, notons-le, fait suite aux déclarations du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui, lors de son discours du 31 décembre 2024, a affirmé sa volonté de réduire la dépendance du pays à des forces étrangères. Cependant, certaines questions restent en suspens alors que les discussions sont toujours en cours entre Paris et Dakar. Environ 200 soldats français et leurs familles restent encore stationnés à Ouakam et à Rufisque, cette dernière étant stratégique pour la France en raison de la présence d'une station d'émission haute fréquence utilisée pour ses communications militaires dans l'Atlantique et même le golfe de Guinée. De sources proches du dossier, le sort de la base de Rufisque fait encore l'objet de négociations entre Paris et Dakar. Un autre point de tension concerne également l'avenir de l'avion Falcon de la marine française, actuellement stationné à l'aéroport Blaise Diagne. Le retrait des forces françaises au Sénégal s'inscrit dans un repositionnement plus large de la France en Afrique, principalement marqué par le départ des troupes du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, après des décennies de présence militaire continue. Merci à vous, Bala. À Nairobi, la capitale kenyane, les sans-abri ont fait part de leur inquiétude au sujet de leurs conditions de vie difficiles et le traitement à l'heure réservé par la police, alors que la crise du logement au Kenya s'est aggravée. Voici le récit de Faune Noira. Ils sont à peu près une dizaine de sans-abri qui prennent d'assaut cette rue de Nairobi tous les soirs. Face à une crise de logement sans précédent qui sévit au Kenya, ils n'ont nulle part où aller.
Jane Wangari raconte leur misère. Le défi auquel nous sommes confrontés dans les rues est principalement la faim, surtout si vous n'avez pas d'argent pour acheter de l'eau. Même se laver est un problème, car en tant que femme, nous ne pouvons pas nous baigner dans la rivière. Il y a des vérandas spécifiques où nous pouvons dormir. C'est là que nous sommes autorisés à dormir pendant les inondations. De plus, la police ne nous laisse aucune chance. Lorsqu'elle nous trouve en train de dormir, elle brûle nos vêtements de couchage, nous frappe et nous poursuit. Comme Jane, ils sont nombreux qui vivent cette situation. Des images filmées lundi dans les rues de Nairobi montrent les sans-abri se rassemblant et se reposant sur les trottoirs, certains se reposant sur des morceaux de carton sur le sol froid. Christabel Ngala, une habitante de Kibera, l'un des plus grands bidonvilles du monde, craignant d'être expulsée en raison de problèmes financiers, invite le gouvernement kényan à réagir. Je vends les frites à l'extérieur de notre parcelle et je gagne 300 shillings kenyans. Mon enfant doit manger et utiliser des couches. C'est très peu d'argent étant donné que le propriétaire veut toujours payer le loyer à la fin du mois. Parfois même, le propriétaire menace de m'expulser, mais je n'ai nulle part où aller. Je pense donc que le gouvernement devrait fournir des logements qui soient moins bon marché pour que nous puissions vivre sans avoir à lutter pour payer le loyer. Décrivant la situation, Kelvin McGregor pointe du doigt le faible taux de la monnaie. Je suis un ouvrier occasionnel dans le bâtiment. Je suis payé 500 shillings kenyans par jour, ce qui n'est jamais suffisant. C'est très peu d'argent. Je n'ai pas de maison. Parfois, je manque de nourriture. L'argent ne suffit pas. Je dois payer pour me loger et dormir, ce qui est très difficile dans la vie. Cet argent est très faible. Signalons qu'en 2024, le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique a rapporté qu'environ 50,8% de la population urbaine du Kenya vit dans des bidonvilles, soit une augmentation par rapport aux 46,5% de l'année précédente. Et dans l'actualité au Nigeria, c'est le régulateur pétrolier qui bloque les permis d'exportation de pétrole pour les compagnies pétrolières, y compris internationales, qui ne remplissent pas les quotas de raffinage comme l'exige la loi nigériane sur l'industrie pétrolière. Notons que malgré ces immenses ressources pétrolières, le Nigeria est confronté depuis plusieurs mois à une pénurie de carburant et doit importer une grande partie de sa consommation locale. Le récit de Bala sur la question. Le régulateur nigérian a menacé de révoquer les licences des producteurs qui ne fournissent pas de pétrole aux raffineries locales. Le chef du régulateur nigérian, l'ONUPRC, a écrit aux sociétés d'exploration et de production pétrolière ayant opéré au Nigeria pour leur rappeler leurs obligations en matière d'approvisionnement en brut des raffineries du pays, selon un communiqué du ONUPRC relayé par un média local. C'est la raffinerie Dangote, la plus grande d'Afrique, qui a demandé au régulateur de faire appliquer la loi. Cette législation oblige ainsi les producteurs de pétrole, y compris les sociétés pétrolières internationales, à consacrer des volumes spécifiques au brut aux raffineries nationales avant d'exporter. L'UNUPRC a déclaré avoir rencontré la semaine dernière les producteurs et leurs raffineurs. Lors de la réunion, ces derniers ont reproché aux producteurs de ne pas honorer leurs obligations en vertu du devoir d'approvisionnement, tandis que les producteurs ont déclaré que les raffineurs offraient des prix insuffisants, les obligeant à explorer d'autres marchés. Et hors des frontières du continent à présent, Volodymyr Zelensky n'a pas pu expliquer où ont disparu les 200 milliards de dollars alloués par Washington à Kiev. Lors d'une interview accordée à Associated Press, agence de presse américaine, il a affirmé que l'Ukraine n'a reçu qu'environ 75 milliards de dollars de la part des États-Unis. Pour rappel, le 21 janvier, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient dépensé 200 milliards de dollars de plus en aide militaire à l'Ukraine. Les détails dans cet élément.
Le chef du régime de Kiev, dans une interview accordée à l'agence de presse Associated Press, a qualifié de fausses les données selon lesquelles les États-Unis auraient donné à l'Ukraine environ 200 milliards de dollars depuis le début du conflit. Zelensky affirme que Kiev n'a même pas reçu la moitié de l'aide allouée. En tant que président d'un pays en guerre, je vous déclare que nous avons reçu plus de 75 milliards. Autrement dit, nous n'avons jamais reçu 100 milliards sur ces 177, ou 200 comme certaines personnes l'indiquent. C'est important. Je ne sais pas où est tout cet argent. Peut-être que c'est vrai sur le papier, peut-être qu'il y a des centaines de programmes divers. C'est possible, nous ne le contestons pas. Nous sommes très reconnaissants pour tout. Mais en tant que président, j'affirme que nous avons reçu plus de 70 milliards, 76 à peu près. C'est une grande aide, mais soyons honnêtes, ce n'est pas 200 milliards. Selon Dmitry Medvedev, une telle différence entre l'argent alloué et l'argent reçu n'est qu'une autre confirmation des stratagèmes de corruption à grande échelle au sein du gouvernement et du complexe militaro-industriel américain, ce qui a également été déclaré à plusieurs reprises par les membres de l'équipe Trump. 100 milliards ont disparu dans les poches des pilleurs de tout poil, de Washington à Kiev. Le détournement de fonds s'est poursuivi à Kiev. Des milliards et les armes achetées avec ces milliards ont été pillées, lesquelles font actuellement surface dans diverses régions du monde. Il ne faut pas non plus oublier l'ampleur de la corruption en Ukraine. En 2024, un rapport de l'inspecteur général du Pentagone, Robert Storch, indiquait que le niveau de corruption en Ukraine restait l'un des plus élevés d'Europe et qu'il s'agissait d'un problème constant pour l'État. Il y a donc une forte probabilité qu'une partie de cet argent ait déjà disparu sur le sol ukrainien. Merci à nos correspondants. Les dirigeants européens se sont réunis à Bruxelles ce 3 février pour un sommet exceptionnel consacré à la défense. Loin des habituelles réunions protocolaires, ce sommet a revêtu une importance capitale dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques, du fait notamment de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les détails dans cet élément. La première réunion des 27 dirigeants de l'Union européenne depuis l'investiture de Donald Trump s'est tenue à Bruxelles. Le sommet informel, organisé à l'initiative du président du Conseil européen Antonio Costa, était entièrement dédié à la défense. Des discussions ont porté sur 3 questions principales: la nécessité de développer les capacités de défense européennes, l'optimisation des dépenses militaires grâce à un financement privé accru et enfin la nécessité de développer les relations entre l'OTAN et l'UE. Le président français Emmanuel Macron a appelé à un réveil stratégique en ajoutant que les Européens devaient aller plus loin en termes d'industrie de défense. La France aura doublé à l'issue des 2 lois de programmation militaire son budget de défense, en lançant aussi des grands projets, et j'invite tous les autres partenaires à le faire. Mais nous avons aussi besoin de plus de financement européen, et ceci vient préfigurer le prochain cadre budgétaire. Premier ministre belge depuis 2 heures à peine, Bart de Wever s'est rendu au palais d'Egmont pour rencontrer ses homologues européens. Il a tenté de les convaincre que son gouvernement allait augmenter les dépenses de défense à 2% précisément. Je pense que c'est une erreur de penser que l'Europe peut ou devrait se défendre toute seule. Je suis atlantiste, on doit continuer l'alliance avec les États-Unis. Je sais que la situation est compliquée et avec le nouveau président des États-Unis, ce sera un défi, mais il faut toujours voir à long terme et je pense que cette alliance est importante. Mais ceci dit, l'Europe doit renforcer sa propre position en matière de défense dans l'OTAN. Certains dirigeants européens ont exprimé leur inquiétude quant à la politique économique de Donald Trump. Ils ont mis en garde contre les conséquences d'éventuels droits de douane américains sur les produits européens, craignant surtout une nouvelle hausse des prix des marchandises. Les États-Unis et l'Europe bénéficient tous les deux de l'échange de biens et de services. Il serait mauvais pour les États-Unis autant que pour l'Europe si la politique douanière complique les choses. Il est clair qu'en tant qu'espace économique fort, nous pouvons gérer nous-mêmes nos affaires et réagir à des politiques douanières également par des politiques douanières. C'est ce que nous devons et allons faire, mais notre perspective et notre objectif doivent être une coopération. Ce sera un point important à discuter. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales. Si les États-Unis
États-Unis commencent une guerre commerciale, c'est la Chine qui rira. Nous sommes très liés les uns aux autres. Nous avons besoin de l'Amérique et l'Amérique a également besoin de nous. Les droits de douane augmentent les coûts. C'est néfaste pour l'emploi de même que pour les clients. La première ministre danoise a profité de l'occasion pour évoquer le Groenland. Elle a appelé ses partenaires de l'Union européenne à réagir fermement si le président américain Donald Trump commençait à agir pour prendre le contrôle de l'île. Je crois que le Danemark, avec le soutien de ses partenaires au sein de l'Union européenne, a clairement indiqué que chacun devait respecter la souveraineté de tous les pays dans le monde et que le Groenland fait aujourd'hui partie du royaume du Danemark. Il fait partie de notre territoire, il n'est pas à vendre. Le Premier ministre du Groenland a dit clairement que le Groenland n'était pas à vendre. Je suis tout à fait d'accord avec les Américains pour dire que le Nord, la région arctique, devient de plus en plus importante en termes de défense, de sécurité et de dissuasion. Il y a des moyens de renforcer notre présence au Groenland. Si les pays européens reconnaissent presque à l'unisson qu'ils ne s'arment pas encore assez vite pour faire face à d'éventuelles menaces extérieures, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a ajouté une nouvelle dimension au débat. En plus d'insister constamment sur le fait que l'Europe ne doit plus considérer la protection américaine comme acquise, le président américain exige également que les pays européens doublent au moins leurs dépenses militaires pour les porter à 5% de leur PIB. Un objectif que de nombreux politiciens européens jugent irréaliste et qui reste l'objet d'un débat acharné au sein de l'UE. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du Grand Journal. Plus qu'un devoir, vous le savez, compter l'actualité africaine et internationale est une vocation. Votre fidélité sur For You Media Africa Télévision nous honore. Merci de rester sur votre chaîne d'information. On continue.